La nuit, quelque part entre deux stations sur le cadran de votre radio, il existe une fréquence qui n'apparaît sur aucun manuel, sur aucun écran digital. Une fréquence oubliée des ingénieurs, mais pas de ceux qu'elle appelle. Ce soir, dans le noir, nous allons suivre ceux qui ont répondu à un autre appel, celui d'une technologie trop en avance sur l'esprit humain, d'un bond brutal au-delà des étoiles. Ils voulaient franchir les limites de l'univers connu, poser le pied sur une planète où personne n'avait marché avant eux. Ils y sont parvenus. La question n'est pas de savoir ce qu'ils y ont trouvé, mais plutôt ce que cette planète a trouvé en eux. Installez-vous confortablement. Ne touchez plus à rien. Le dispositif occupait à peine la taille d'un piano droit dans le hangar 7. Un bloc de métal noir, sans jointure, posé au centre d'un cercle de câbles et de capteurs. On l'appelait l'interface Bloom, du nom du physicien qui l'avait conçu, mort avant de révéler l'ensemble de ses notes. On ne savait pas comment elle fonctionnait. On savait seulement que, lorsqu'on l'alimentait, quelque chose s'ouvrait. Le commandant Élise Morel se tenait devant la machine, casque sous le bras, le regard fixé sur la surface mate qui ne reflétait rien, pas même son visage. « Dernier appel !» murmura derrière elle le docteur Sergei Kovalenko, directeur du programme. Bloom disait que l'interface ne déplace pas le vaisseau. C'est l'univers qui se plie autour de vous. Élise eut un sourire sans joie. Et vous trouvez ça rassurant, Sergei ? Ce que je trouve rassurant, c'est que les tests avec sonde ont fonctionné. 3 fois. Et qu'on n'a plus de financement pour une 4e. Derrière eux, le reste de l'équipe vérifiait une dernière fois l'équipement. Kader Besson, ingénieur système, les mains couvertes de graisse et de tatouages usés. Yael Cohen, biologiste, fine silhouette enfermée dans sa combinaison. Et Inès Duarte, spécialiste en cognition. L'air de quelqu'un qui avait appris à feindre le calme depuis longtemps. Au-dessus d'eux, suspendu dans le berceau de lancement, le module d'exploration Argo 3 attendait. Léger blindé, bardé de capteurs. Dans 4 minutes, si tout se passait bien, il ne serait plus en orbite terrestre, mais en approche d'une planète inconnue, dans une région de l'espace que les télescopes n'avaient jamais pu cartographier. « Dernier check », dit Élise en montant l'échelle vers le sas. On entre, on s'arrime, on active Bloom, on vérifie qu'on est vivant et ensuite seulement vous avez le droit de paniquer. Kader rit, un son bref, étouffé par l'écho métallique du hangar. « Et si ça foire ?» demanda-t-il. Sergei leva un dossier en l'air. « Alors on dira aux commissions que vous êtes mort en héros. Ça passe toujours bien dans un communiqué. » Personne ne releva la blague. Ils prirent place dans le module, l'un après l'autre. Les harnais se verrouillèrent, les écrans s'allumèrent. Un ronronnement sourd traversa la structure. L'interface Bloom se souleva sur ses vérins, glissa sous la coque d'Argo 3 jusqu'à ce que ses parois épousent le ventre du vaisseau. Élise regarda le compte à rebours clignoter. Moins 10 minutes. Inès, statut cognitif ? Pour l'instant, j'ai juste peur, répondit la psychologue. C'est ça. Moins 7 minutes. Yael ? Tous les capteurs bio sont OK, et ma plante aussi, ajouta-t-elle en caressant du bout des doigts la petite capsule transparente à son côté, contenant un fragment de mousse verte, souvenir de la Terre. Ça porte bonheur. Moins 4 minutes. Kader ? Si on mord, ce sera propre, commandant. J'ai serré chaque boulon moi-même. Moins 1 minute. Une vibration très basse remonta par les sièges, comme un frisson dans la colonne vertébrale du vaisseau. Les voyants passèrent de l'orange au rouge, puis au blanc éblouissant. La voix de Sergei grésilla dans leur casque. Argo 3, ici contrôle. Activation de Bloom dans 3, 2, 1. Il n'y eut ni explosion, ni secousse volante. Seulement le bruit imperceptible de quelque chose qui cesse, d'un geste interrompu en plein mouvement. Le temps sembla être retenu par la nuque, tiré en arrière. Le monde devint silencieux.
Plus un souffle dans les ventilations, plus un clic dans les circuits. Élise tenta de respirer et se rendit compte qu'elle n'en avait plus besoin, que son corps n'était plus tout à fait un corps, mais une idée de corps, suspendue dans un lieu où ni le haut, ni le bas, ni l'avant n'existaient. Elle ouvrit la bouche pour parler, et parla avant d'avoir formulé les mots. « Statue !» Sa voix résonna avec un léger écho, comme si quelqu'un d'autre répétait la même phrase une demi-seconde plus tard. « Présent !» répondit Inès. « Présent !» répondit Inès, une deuxième fois. Pendant un instant, il y eut deux voix identiques dans l'habitacle, se superposant, se désaccordant d'un souffle. Puis, le temps retomba d'un bloc. Les alarmes se réactivèrent, l'air se remit à circuler, la gravité artificielle fit légèrement vibrer les harnais. Devant la verrière, l'espace n'était plus noir. Une planète occupait tout le champ de vision. Une sphère anthracite, striée de veines violettes qui pulsaient lentement, comme si un cœur battait quelque part sous la croûte. « Coordonnées reçues !» annonça Kader d'une voix blanche. « On est là où le système nous avait promis d'aller, je crois. » Position inconnue, constellation inconnue. « Bienvenue sur HDX 473, murmura Yael, ou quel que soit le nom qu'on lui donnera. » Ils entamèrent la descente. L'atmosphère était respirable, à quelques masques filtrants près. La gravité était proche de celle de la Terre. Au sol, les scanners indiquaient des structures complexes, irrégulières, comme si la planète avait développé des organes là où une autre n'aurait eu que des montagnes. L'Argo 3 se posa dans une vallée en forme de cuvette, entourée de parois lisses couvertes de reliefs géométriques. De loin, on aurait dit des ruines cyclopéennes. De près, quelque chose dans ces formes dérangeait le regard. Les angles ne se rencontraient jamais comme ils le devaient. Les lignes droites semblaient se courber dès qu'on cessait de les fixer. « On pose les pieds ou on fait demi-tour ?» demanda Kader. Élise vérifia son fusil, sans y croire vraiment. Contre quoi tirerait-elle au juste ? « On pose. On n'a pas traversé l'univers pour prendre une photo par la fenêtre. » La rampe s'abaissa dans un souffle. Un air froid, légèrement métallique, s'engouffra dans le module. Le sol, à l'extérieur, paraissait fait d'une roche sombre et poreuse, parcourue de reflets humides. Élise fut la première à descendre. La sensation, lorsqu'elle posa le pied, fut étrange. Comme marcher sur une terre trempée, ou sur quelque chose qui, sous la rigidité apparente, épousait très légèrement la pression de sa semelle. « Ça bouge !» dit Yael derrière elle. « C'est le sol qui travaille !» répondit Kader. « Plaque tectonique, dilatation, ce genre de truc. »« Le sol travaille !» répéta Inès à voix basse, comme une mâchoire. Ils avançaient vers les parois de la cuvette. À mesure qu'ils approchaient, les motifs se révélaient plus complexes. Des spirales, des alvéoles, des structures fractales qui semblaient se prolonger dans une profondeur qui n'existait pas. Certaines figures évoquaient des organes, des réseaux évoquant des nerfs, des cavités comme des orbites vides. Yael, fascinée, approcha la main d'une surface violacée, fine comme une membrane. « Ne touchez à rien !» dit Élise sèchement. « Juste un prélèvement pour la science. » Elle n'eut pas le temps de l'arrêter. Les doigts gantés de Yael effleurèrent la membrane. Un frisson parcourut la paroi entière, comme si une onde s'y répercutait à la vitesse de la lumière. Toutes les veines violettes se mirent à pulser plus vite, synchronisées, et le sol vibra sous leurs pieds. Yael recula, haletante. « Ça m'a écouté. »« Comment ça, écouté ?» demanda Inès. « J'ai eu l'impression qu'on me répondait, pas par des mots, plutôt par un retour, comme un écho dans ma tête. » Un son très grave monta alors des parois. Pas un bruit de roche, une sorte de note continue, modulée, qui faisait vibrer leurs os plutôt que leurs tympans. « Capitaine, » dit Kader, « les relevés, vous devriez voir ça. » Sur son écran, la topographie de la vallée que les scanners dessinaient depuis leur atterrissage venait de changer.
Les parois s'étaient rapprochées, imperceptiblement, de quelques mètres. La cuvette s'était affaissée de quelques centimètres. Il ne s'agissait pas d'une erreur de mesure. Les données précédentes se recalculaient, se réécrivaient, comme si la planète refusait qu'on garde une trace stable de ce qu'elle était. « On rentre !» déclara Élise. « Tout de suite !» Ils rebroussèrent chemin, mais la rampe d'accès à l'Argo 3 leur sembla soudain plus éloignée qu'à l'aller. Pourtant, les pas, le temps, tout concordait. Écran après écran, l'ordinateur de bord recadrait le plan, ajustait les distances. La réalité et les mesures ne tombaient jamais tout à fait d'accord. « Ce n'est pas l'espace qui se plie ici, » murmura Inès. « C'est nous. » Elle s'arrêta net. Les autres se retournèrent. « Inès, ça va ?» La psychologue se tenait immobile, casque légèrement de travers. Dans la visière, on voyait son front trempé de sueur. « Vous vous souvenez de l'activation de Bloom ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Kader. « Le silence, la perte de sensation, ta voix en double. »« Ma voix en double, » répéta Inès. « Il y avait 2 mois, 2 lignes de temps qui ont essayé de passer par le même trou en même temps. » Elle leva la main, tremblante vers les parois. « Et si cette planète n'est pas un objet ? Et si c'était un filtre, une sorte de tamis pour ce qui entre et ce qui sort ?» Élise secoua la tête. « On n'est pas là pour philosopher. On remonte dans le vaisseau, on décolle et on laisse à d'autres le soin d'inventer des théories foireuses, ok ?» Pourtant, elle aussi sentait quelque chose, une sorte de pression au fond de ses orbites, comme si quelque chose observait à travers ses yeux plutôt que l'inverse. Ils atteignirent enfin la rampe. L'Argo 3 les avala. La coque se referma, coupant le champ grave de l'extérieur. À l'intérieur, l'air parut soudain trop chaud, trop étroit. « Diagnostic complet !» ordonna Élise. « On fait un check bio, on se met en orbite, on envoie nos données et... » Elle s'interrompit. Sur le panneau de contrôle, l'interface Bloom clignotait doucement. Blanc, puis violet, puis blanc à nouveau. « Elle est en veille, » dit Kader. « Normal. »« Je ne l'ai pas reconnectée, » répondit la voix de Sergueï, soudain dans leur casque. « Argo 3, on capte un signal parasite sur votre liaison. Vous entendez cette fréquence ?» Ils tendirent l'oreille. Derrière la voix du directeur, il y avait effectivement quelque chose. Un murmure, très lointain, qui se superposait sur toutes les bandes. Une sorte de chuchotement multiple, comme si des voix très anciennes parlaient en même temps, dans une langue qu'aucun d'eux ne connaissait, mais que leur cerveau s'obstinait à vouloir comprendre. Inès porta les mains à son casque. « Coupez ça, tout de suite !»« Ce n'est pas nous. Le flux ne vient pas de nos antennes, il vient de vous. » Le silence retomba. Puis la voix de Sergueï reprit, hésitante. « Élise, on a un problème. » « Je m'en doutais, » grogna-t-elle. « Lequel ?»« Argo 3, on vous voit à l'écran. Votre télémétrie est stable, vos biosignes aussi, mais on vous voit 2 fois. » Elle sentit une sueur froide lui glacer la nuque. « Reformulez !»« Il y a 2 modules d'exploration dans notre fenêtre radar, identiques. Même signature, même ID, même date de lancement. Et dans chacun, 4 biosignes qui correspondent aux vôtres. » Un craquement résonna dans les haut-parleurs. Une deuxième voix d'Élise, plus grave, plus sourde, coupa la première. « Contrôle, ici Argo 3. On ne comprend pas. Notre descente s'est déroulée normalement. Nous sommes toujours au sol. Aucune interface Bloom connectée. Qui sont les autres ?» Inès sentit ses intestins se tordre. « On est coincés dans la même fenêtre, » murmura-t-elle. « 2 versions de nous, 2 trajectoires qui se télescopent, et c'est la planète qui choisit. » Sur les écrans d'Argo 3, un second flux vidéo s'ouvrit, comme si quelqu'un avait forcé un portail. Ils se virent eux-mêmes, debout dans un autre module identique, les mêmes visages, les mêmes combinaisons. Sauf que les parois, derrière, étaient différentes, un peu plus organiques, un peu plus étroites, et les veines violettes couraient déjà sur leurs casques, pulsant au rythme de leurs battements. Leur double les observait,
Dans leurs yeux, quelque chose clochait. Les pupilles avaient une forme légèrement ovale, comme si ce n'étaient plus des yeux faits pour voir, mais pour refléter. « Ce n'est pas nous, » souffla Yaël. « C'est ce que cette planète veut faire de nous. » La seconde Élise, de l'autre côté de l'écran, parla la première. « On vous entend. Nous sommes revenus. Et vous allez nous rejoindre. » Au même instant, la coque de l'Argo 3 vibra. Les parois internes se mirent à se dilater, puis à se contracter comme un diaphragme. Les raccords métalliques se boursouflèrent, prirent une teinte sombre, une odeur de fer et de viande monta de sous les grilles de ventilation. « Déconnexion d'urgence !» hurla Kader en se jetant sur le panneau de régulation. Mais les voyants n'obéissaient plus. Les commandes se forçaient elles-mêmes, comme si quelqu'un, ailleurs, redessinait le circuit imprimé au fur et à mesure de ses intentions. L'interface Bloom passa au violet permanent. « Elle n'est plus un moteur, » dit Inès d'une voix vide. « C'est une bouche. Et la planète a faim. » Sous leurs bottes, le sol se ramollit. Une masse visqueuse commença à suinter entre les plaques, s'enroulant autour des attaches de leurs sièges, remontant comme des racines vers leurs jambes. Yaël poussa un cri, tentant de se dégager, mais la matière déjà s'infiltrait dans les jointures de sa combinaison, cherchant la peau. Au même moment, dans leur casque, l'autre vidéo continuait. Leur double se laissait faire, paisible, tandis que les veines violettes envahissaient leur corps. Dans leur regard, il n'y avait ni peur ni douleur, juste une sérénité glaciale, une acceptation totale de ce qui était en train d'arriver. « On peut couper !» insista Sergueï depuis le contrôle, la voix au bord de la panique. « On peut déclencher un autodestruct, on peut... » « Non !» l'interrompit Élise. Sa propre voix lui parvint comme de très loin, étouffée par un bourdonnement qui montait dans son crâne. Elle ferma les yeux. Dans l'obscurité, elle sentit quelque chose effleurer sa pensée. Une présence immense, patiente, qui l'observait avec la curiosité d'un enfant devant un insecte. Des images se succédèrent à une vitesse folle, des galaxies qui se pliaient sur elles-mêmes, des vaisseaux déchirés, des silhouettes humaines se dissolvant en nuées d'organes réarrangés. Une voix transperça son crâne. « Vous avez ouvert la voie. Vous êtes la preuve que cela fonctionne. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. » Élise rouvrit les yeux. Le module respirait autour d'eux, inspirant et expirant par ses parois gorgées de veines. La mousse que Yaël avait apportée avait disparu de sa capsule. À la place, il n'y avait plus qu'une masse sombre, parcourue de mêmes filaments violets que ceux de la planète. « On ne va pas mourir ici, » dit Élise. « Ce n'est pas ce qu'elle veut. »« Et qu'est-ce qu'elle veut alors ?» cracha Kader en arrachant vainement le pseudopode qui lui enserrait les jambes. Elle regarda l'écran. Ses doubles, leurs doubles, souriaient maintenant. Leur peau s'était marbrée de constellations mouvantes. Les veines violettes, sous leurs épidermes, pulsaient à l'unisson avec celles des parois. Que nous devenions, elles, et que nous ramenions ce que nous sommes devenus. Dans un ultime effort, elle tendit la main vers l'interface Bloom. Ses doigts touchèrent la surface froide, sans jointure. La machine répondit aussitôt, comme si elle n'attendait que ça. L'univers se replia une seconde fois. L'hurlement des alarmes coupa le silence dans la salle de contrôle terrestre. Sur les écrans, la planète inconnue disparut. À sa place, réapparut le module Argo 3, en orbite basse autour de la Terre, exactement à l'endroit où il aurait dû se trouver après un saut de test. Sergueï resta figé, les yeux rivés sur la télémétrie. « Oh, on les a récupérés !» balbutia un technicien. « Et ils sont revenus !» Les relevés biologiques s'affichaient en vert, un par un. Respiration, rythme cardiaque, activité cérébrale, tout semblait normal. « Argo 3, ici contrôle. Vous m'entendez ?» Un silence. Puis la voix d'Élise, claire, posée. « Ici Argo 3. Saut effectif. Retour confirmé. Mission accomplie. » Sergueï sentit quelque chose se détendre en lui. « Comment vous sentez-vous ?» Un léger rire répondit. « Changez, directeur.
mais prêt à partager. Le module fut rapatrié dans le hangar 7, sous les applaudissements du personnel. Quand la rampe s'abaissa, on vit les 4 membres de l'équipage descendre un à un. Leurs combinaisons portaient encore les traces du voyage, quelques micro-fissures, des marques de brûlure. Ils marchaient avec un calme étrange. Inès fut la première à retirer son casque. Ses cheveux, auparavant attachés, tombaient en mèches lourdes. Sergueï s'approcha, cherchant dans son regard la fatigue, le traumatisme. Il n'y trouva qu'une douceur nouvelle, une sorte de patience infinie. « Vous avez vu beaucoup de choses, je suppose, » dit-il. Elle inclina la tête. « Nous avons compris que la frontière entre nous et ailleurs n'est qu'un caprice de perception. » Yael retira à son tour son casque. Sur sa peau, au niveau du cou, un motif discret semblait bouger sous l'épiderme. De petites lignes violettes, fines comme des cheveux, dessinant des formes qui évoquaient des constellations inconnues. Sergueï l'observa, la gorge sèche. Kader et Élise laissèrent leur casque tomber au sol. Tous deux avaient ce même détail impossible. Le reflet de leurs yeux n'appartenait plus tout à fait à la pièce. Lorsqu'on les regardait, on avait la sensation vertigineuse que quelque chose d'énorme, très loin derrière eux, vous observait à travers leurs pupilles. « Nous devons mettre l'interface Bloom à jour, » dit Élise. « Corriger les limitations. Elle fonctionne mieux quand on comprend ce qu'elle veut. » Sergueï fit signe aux techniciens de les entourer, de les guider vers la zone médicale. Sous quarantaine. Il fallait faire des prélèvements, des scanners, des analyses, tout ce que la procédure prévoyait dans ce genre de cas. Aucune personne de l'équipe ne remarqua que sur le sol, la trace humide laissée par les bottes des 4 explorateurs ne séchait pas. Au contraire, elle semblait se ramifier, lentement, dessinant sur le béton du hangar des motifs fractales qui n'avaient rien à voir avec des flaques. Cette nuit-là, les données de Bloom furent décryptées, recopiées, envoyées à d'autres centres, à d'autres pays, à d'autres ambitions. On ne releva aucune anomalie psychique, aucun parasite dans les corps des 4 explorateurs. Et après de longs mois d'analyse, ils purent sortir et reprendre leur travail. L'interface Bloom n'avait pas seulement permis de voyager, elle avait créé un pont. Et des 2 côtés, quelque chose attendait, avec une patience infinie. Vous venez d'écouter Dans le noir, une histoire de voyage, de découverte et de cette vieille obsession humaine. Être le premier à poser le pied sur un territoire vierge. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est vraiment vierge lorsque c'est vous qui arrivez? Et que reste-t-il de vous lorsque le terrain, lui, décide de vous explorer en retour? Demain, quelque part sur Terre, quelqu'un testera un nouveau casque de réalité virtuelle, une nouvelle IA, une nouvelle interface révolutionnaire. On lui dira que tout est sous contrôle, que les protocoles ont été vérifiés, qu'il n'y a aucun danger. Et peut-être qu'au moment où la machine s'allumera, une note trop grave pour être entendue fera vibrer quelque chose derrière ses yeux. Si un soir, votre radio accroche une fréquence qui n'existe sur aucune liste, souvenez-vous que certains ponts ne se referment jamais vraiment, et que ceux qui sont revenus de l'autre côté continuent, quelque part, à vous écouter, à travers vous. Ici, dans le noir. Merci d'avoir traversé cette nuit avec nous. Revenez quand vous voudrez. La porte, elle reste ouverte.